Alors, nous allons pouvoir commencer, et j'invite celles et ceux, encore une fois, qui sont au fond de la salle à s'avancer un petit peu si vous voulez profiter pleinement de l'intervention et de la conférence de Laura qui est avec nous. Je vous demande déjà pour lui donner un bon mood et la mettre dans les meilleures dispositions, de l'applaudir. Laura Belleconde. Vous m'entendez ? Laura qui est donc venue avec son fan club. En même temps, c'est normal. Elle est une influenceuse RH les plus en vue en ce moment. Elle vous donnera bien sûr ses réseaux à la fin de sa conférence pour suivre ses conseils. Et sur Instagram ou ailleurs, Laura Bien-être au travail, c'est le nom d'ailleurs d'un de vos réseaux. Et vous allez avec nous, avec celles et ceux qui sont là, partager vos conseils, vos tips pour améliorer la qualité de vie au travail de chacun, chacune, et c'est hyper important. Laura, c'est à vous. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Je m'appelle Laura et je suis rescapée de l'épuisement professionnel. Je suis rescapée du burn-out de la recherche d'emploi et je me suis reconvertie dans le bien-être au travail. Alors, je sensibilise surtout les employeurs à avoir un modèle et environnement de travail sain pour que justement les salariés ne tombent pas dans cet épuisement professionnel. Mais aujourd'hui, j'avais envie de venir pour vous raconter voilà, ce que j'ai vécu moi, ce qui a marché aussi pour moi. Et je connais aussi quand même assez bien le contexte du travail, donc le salariat, la reconversion et la recherche d'emploi. Alors déjà, qu'est-ce que l'épuisement professionnel ? L'épuisement professionnel, en fait, c'est un stress chronique, une fatigue profonde liée au travail. C'est souvent mêlé avec un sentiment de colère, de frustration ou un sentiment d'échec. Et comme ça, dans la salle, à main levée, qui se sent épuisé ou qui s'est senti épuisé par rapport à son travail ou par rapport à une recherche d'emploi? Levez la main. Ok, pas mal. Alors, déjà, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas seul. On a tendance à se dire, quand on est en épuisement professionnel, je me sens seule, j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie d'en parler à mes proches, à mes amis, à mes collègues. Voilà, parce que je me sens peut-être un peu nulle. Alors, je vous rassure, il y a 48% des salariés français en détresse psychologique. Ça, c'est une étude d'empreinte humaine de 2023, qui est du coup assez récente. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 48%, c'est quasiment un salarié sur deux. Alors, personnellement, moi, je pense que c'est un petit peu la phase émergée de l'iceberg, parce qu'il y a plein de personnes qui, finalement, ne s'arrêtent pas. On sait, par exemple, que les hommes vont moins voir des psychologues ou se disent peut-être un peu moins que les femmes qui sont mal dans leur travail. Est-ce que ces personnes-là remontent dans les statistiques ? Voilà, j'en suis pas sûre. Mais déjà, 48%, c'est énorme. 30% des demandeurs d'emploi éprouvent des symptômes du burn-out et 50% un sentiment de total découragement et de perte d'espoir. Ah, j'ai oublié de vous dire pourquoi je parle d'épuisement professionnel et pas de burn-out. En fait, il y a plusieurs types d'épuisement. Il y a du coup le burn-out qui est une charge de travail beaucoup trop élevée. Mais vous avez aussi le bore-out, c'est quand on s'ennuie dans son travail. Donc c'est un petit peu le contraire du burn-out. Et vous avez le brown-out, donc une perte de sens dans son travail. Et en fait, vous voyez, on peut être totalement épuisé, vidé par son travail quand on a, par exemple, une perte de sens. Moi, personnellement, je pense aussi qu'on peut être en détresse psychologique ou en épuisement professionnel quand, par exemple, on a un manque de considération de la part du manager ou de l'équipe de direction, qu'on nous respecte pas, etc. On tire trop sur la corde et en fait, on peut être en épuisement professionnel et le corps peut totalement lâcher. Donc, vous voyez, 48% des salariés français en détresse psychologique et 50% des demandeurs d'emploi qui ont un sentiment total de découragement et de perte d'espoir.
C'est énorme, et de toute façon, on l'a vu quand je vous ai demandé qui a un sentiment d'épuisement. Mais voilà, peut-être que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes énormément dans cette situation, donc c'est peut-être plus facile pour vous d'en parler à des proches, d'en parler, voilà, peut-être la famille ou des personnes de confiance. Ensuite, vous n'êtes pas nul. Alors, vous n'êtes pas nul, et fake news numéro 1, je suis sûrement plus faible que les autres. Quand on est en épuisement professionnel, on a tendance à se dire pourquoi moi ? Pourquoi ça m'arrive à moi ? J'ai envoyé 200 CV. Voilà, je me sens pas bien. Je suis sûrement plus faible que les autres parce qu'on a une forte croyance dans le monde professionnel de se dire épuisement professionnel égale faiblesse. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'en fait, les études prouvent le contraire. C'est-à-dire que plus les salariés sont engagés dans leur travail, plus ils sont susceptibles de faire un épuisement professionnel. Je vais répéter en le disant autrement, plus les personnes sont fortes au travail, plus elles sont susceptibles de faire un épuisement professionnel. Est-ce que être totalement engagé dans son travail, c'est être faible ? Je pense que tout le monde dans la salle ici dira le contraire. Est-ce que s'épuiser, entre guillemets, pour envoyer des CV et tenir bon tous les jours à envoyer des CV, est-ce que c'est une faiblesse ? Je ne pense pas. Donc, fake news numéro 1, vous n'êtes pas faible. Fake news numéro 2, je suis responsable de ma situation. Là aussi, on a tendance à se dire qu'est-ce que j'ai fait de mal ? J'ai sûrement pas assez dit non à mon manager. J'ai sûrement mal fait un CV si sur 200 CV, il y a aucun CV, aucun retour. Alors, vous êtes peut-être un petit peu responsable, mais pas complètement. En fait, il y a tout un contexte et un environnement à prendre en compte. Et donc, dans le salariat, il faut savoir qu'il y a une hyper-responsabilisation du bien-être et du mal-être. Ça va être surtout, t'es pas bien dans ton travail, tu devrais, change de métier parce que c'est toi qui n'es pas adapté au travail. Ton manager, tu le trouves toxique, c'est à toi de faire une formation pour être assertif. On a un petit peu cette hyper-responsabilisation du bien-être et du mal-être au travail, alors qu'au final, une grande partie est du côté de l'employeur. Pourquoi ? Parce que quand on est salarié, on n'a pas de marge de manœuvre pour changer un type de management, changer le type d'organisation. Et donc, quand on n'a pas de marge de manœuvre, c'est à l'entreprise de changer les choses. Et ça, ce n'est pas une opinion, c'est un fait, puisqu'il y a des lois sur le sujet. Il y a la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, mais il y a des lois aussi sur la santé mentale et physique. Donc, les employeurs se doivent de préserver la santé physique et mentale, du coup, donc doivent préserver les salariés de l'épuisement professionnel. Voilà, donc ça, c'est vraiment, il faut vraiment vous dire, ok, je ne suis pas forcément responsable, il y a tout un contexte à connaître. True story, par contre, dans le recrutement, il y a des choses qu'il faut savoir. Donc, il y a une explosion des annonces fictives, ça c'est réel. Pourquoi des annonces fictives ? Alors, d'une, pour avoir un vivier de candidats, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer plein de CV dans leur base de données, et puis le jour où ils ont besoin d'un poste en urgence, etc., ils vont aller piocher dans la base de données de CV. Mais à l'instant T, il n'y a pas de poste. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est pour la marque employeur. Vous, en tant que candidat, qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez faire un CV spécifique pour une entreprise ou écrire une lettre de motivation ? Vous allez aller voir ce que fait l'entreprise. Vous allez aller voir les services et les produits de l'entreprise. C'est de la publicité gratuite parce que vous êtes des potentiels acheteurs. Vous êtes potentiellement des futurs acheteurs. Et donc, pour la marque employeur et aussi pour le B2B, parce qu'une entreprise qui recrute, c'est une entreprise dynamique. Donc, pour lever des fonds, etc., c'est quand même... c'est un peu mieux. Et donc, pour la marque employeur, les entreprises mettent des annonces fictives, mais derrière, il n'y a pas forcément d'annonces. Et donc, quand vous voyez des annonces qui reviennent, je pense que tout le monde l'a vu ici dans la salle, des annonces qui reviennent tous les mois, pendant des mois et des mois,
ben voilà, dites-vous peut-être que c'est une annonce fictive. Et la troisième des choses, c'est pour avoir du travail gratos. On ne va pas se mentir. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des business cases ou des études de cas. Eh bien, il y a des études de cas réelles qui explosent. Donc moi, en tant qu'entreprise, je développe un produit en mars 2025. Imaginez-moi la campagne de ce produit avec 100 000 euros. Et en fait, ils vont récupérer tout le travail de tout le monde et hop, à la fin, j'ai plus besoin d'embaucher. Donc les annonces fictives, elles sont réelles et personne ne vous en parle, mais il faut le savoir. Il y a une déshumanisation aussi du recrutement. Donc de plus en plus, c'est des robots qui vont aller lire les CV, ce qu'on appelle des ATS. Pas partout, surtout dans les grandes entreprises. Mais voilà, un robot qui lit un CV, ben, potentiellement, il y a 80% de ce que vous mettez sur votre CV qui n'est pas lu. Et donc, il faut, par exemple, ils lisent, vous savez, les langues anglais, 80%, ben, ces petites barres, en fait, les robots ne les lisent pas. Il faut un format de date précis. Il faut des mots-clés spécifiques qui matchent avec l'annonce, etc. Et ça, il faut vraiment le savoir. Personne ne nous le dit et il n'y a que les écoles de commerce qui font des formations sur ces sujets. Et les entreprises, les grosses boîtes le savent. Moi, j'ai travaillé avec une jeune qui avait postulé dans une énorme boîte. Elle me montre son CV, c'était un fichier Word sans couleur, sans photo, sans âme, sans rien. Je lui ai dit, mais tu vas jamais trouver un CV avec ça. Elle a été prise. Et puis elle m'a dit, tu sais Laura, on a des cours dessus. Et en fait, si on ne fait pas ça maintenant, les ATS ne lisent pas les CV. Et ça, malheureusement, on n'en parle pas assez. On n'a pas assez de cours là-dessus. Mais voilà, il y a une déshumanisation du travail et il faut le savoir. Il y a une réduction des effectifs aussi, un peu partout, tous les secteurs, tous les métiers. Et donc, réduction des effectifs veut dire, eh bien, une personne va peut-être travailler pour 2 ou 3 personnes. Et si les gens travaillent pour 2 à 3 personnes, il y a forcément moins de postes à pourvoir sur le marché. Et vous voyez, il y a tout un contexte comme ça qui est assez compliqué, il faut le dire, et c'est la réalité. Et je pense que voilà, personne n'en parle réellement. Il y a d'autres choses, hein. Les entreprises recrutent de plus en plus à l'étranger aussi pour avoir une main-d'œuvre moins chère. Il y a des managers qui ne veulent plus embaucher de jeunes parce que les attentes des jeunes, voilà, bien-être au travail, etc., ça ne matche pas avec les attentes des employeurs. Il y a plein de choses qui font que le contexte est compliqué. Donc quand je vous dis vous n'êtes pas forcément responsable, c'est parce qu'il y a toujours un environnement et toujours un contexte derrière. Et donc les codes ont changé et personne ne vous a donné le mode d'emploi. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand on est en épuisement professionnel ? La première chose à faire, c'est recharger les batteries. Comme son nom l'indique, l'épuisement, ça veut dire que vos batteries sont à plat. Vous êtes épuisé, votre mental est épuisé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? La première des choses, c'est de se reposer. Vraiment, c'est la base de tout. N'ayez pas peur de vous faire arrêter. Faites-vous arrêter. Demander un arrêt maladie à un médecin, c'est OK, ce n'est pas tabou. Et il faut se reposer pour aller mieux, pour aller de l'avant. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi au chômage et que vous envoyez des CV tous les jours, que vous êtes épuisé, n'hésitez pas à vous arrêter 1 semaine, 2 semaines, si vous le pouvez. Si vous êtes dans le salariat, n'hésitez pas à vous faire arrêter. Je sais que c'est de plus en plus compliqué de s'arrêter. Maintenant, il faut passer par le médecin traitant si on veut un arrêt de plus de 3 jours, etc. C'est compliqué. Je sais aussi que certaines personnes ne peuvent pas forcément s'arrêter pour X ou Y raison. Et donc, il y a des petites choses à mettre en place. Donc, par exemple, faites beaucoup plus de pauses dans votre journée si vous le pouvez. C'est-à-dire 5 à 10 minutes par heure minimum. Faites beaucoup plus de pauses. Si vous le pouvez, utilisez la méthode Pomodoro. Pour ceux qui ne connaissent pas, la méthode Pomodoro, c'est travailler 25 minutes et 5 minutes de pause. Ça paraît énorme,
On se dit c'est énorme comme pause, mais les études scientifiques nous disent que 25 minutes, c'est la durée idéale pour être efficace dans son travail. Et donc, il faudrait que les entreprises donnent beaucoup plus de pauses aux salariés. Malheureusement, ils ne le font pas. Si vous avez la possibilité, faites-le. Faites plus de pauses. Prenez une grande pause le midi. Non seulement vous allez vous sentir mieux, mais en plus, vous serez plus efficace dans votre travail. La deuxième chose, faites une détox digitale. Les écrans nous pourrissent la santé. Je dis ça en plus, moi je suis sur les réseaux sociaux, mais voilà, détox digitale, 2 heures avant de vous coucher, vous éteignez votre téléphone. Des petites choses comme ça à mettre en place, si vous ne pouvez pas vous arrêter, vont vous changer la vie. Ensuite, les médecins spécialistes, allez voir un psychologue. Un psychologue peut vraiment, vraiment vous aider à remonter la barre. Ça peut être aussi un psychiatre, mais je parle surtout des psychologues voilà, qui peuvent vous aider dans votre situation. Et j'ai envie de vous dire aussi les kinés, les ostéos. Pourquoi ? Parce que notre mental et notre corps sont interconnectés. Et donc, aller dénouer des tensions avec un kiné ou un ostéo, ça peut vous aider. Donc, je suppose qu'avec votre mutuelle, vous avez des médecins spécialistes remboursés. Donc, vraiment, n'hésitez pas. La respiration peut vous sauver. Littéralement, ça paraît grotesque comme ça. Moi, quand j'ai fait un épuisement professionnel, honnêtement, je n'arrivais pas à me lever. Au bout de 10 jours, je n'arrivais plus à me lever. Je me suis dit, OK, faut que je me fasse aider par quelqu'un. J'ai été voir un psychologue. 90 €, 60 minutes pour respirer. Là, je me suis dit, elle se fout de ma gueule. Et non. En fait, pour vous expliquer simplement, le corps ne peut pas être stressé et déstressé en même temps. Et quand vous allez faire de la respiration cardiaque, c'est-à-dire vous gonflez le ventre le plus lentement possible, vous attendez quelques secondes et hop, vous soufflez le plus lentement possible. Vous faites ça 2 à 3 minutes toutes les demi-heures ou toutes les heures, en tout cas le plus souvent possible. Votre corps va rester déstressé, zen. Et donc, c'est primordial pour retrouver un équilibre mental. Donc, la respiration, on ne dirait pas comme ça, mais ça peut vous sauver. Ensuite, c'est hyper important d'avoir un sommeil réparateur. Si vous êtes épuisé, le sommeil va vous sauver aussi. Et donc, je suppose que si vous êtes en épuisement professionnel, vous avez des ruminations le soir. Vous pensez sûrement au travail. Vous pensez à ce manager qui vous a tyrannisé. Vous pensez à ces dizaines de CV que vous avez envoyés et toujours pas de réponse. Vous ruminez, vous pensez au lendemain, etc. Et donc ça détériore votre qualité de sommeil. Donc il y a quelques techniques. D'abord la méditation. Moi, je vous conseille vraiment la méditation avant de dormir. Vous avez l'application Petit Bambou qui est totalement gratuite et qui peut vraiment vous aider. Il y a certaines musiques, là, ça a été reconnu, qu'il y a certaines fréquences qui ont un vrai pouvoir sur notre bien-être. Vous pouvez lire, voilà, il y a plein de choses. Je ne l'ai pas mis ici, mais des compléments alimentaires. Alors, je ne suis pas professionnelle de santé, mais je vous invite à aller demander à votre pharmacien ou à votre médecin, voilà, les compléments alimentaires qui peuvent vous aider. Des choses très, très simples comme le magnésium, la rhodiola, et des plantes comme ça qui peuvent vous aider à mieux dormir, à déstresser. Voilà, je vous invite à aller voir votre médecin et lui en parler. Et puis la nature, ça a été prouvé qu'il y a un vrai impact sur le bien-être et surtout les forêts et les grandes étendues d'eau. Donc si vous avez la chance d'habiter à côté d'un parc, à côté d'un lac, si vous pouvez aller au bord de la mer, eh bien, n'hésitez pas à vous ressourcer. Voilà, toutes ces choses, j'espère, feront en sorte que vous allez un petit peu recharger les batteries. Ensuite, reprenez confiance en vous, parce que l'épuisement professionnel, vraiment, ça a un gros impact sur notre estime de soi. Et donc, pour reprendre confiance en vous, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut prendre du recul sur votre situation. Essayez de vous mettre à la place des gens
essayez de vous mettre à la place de ce manager toxique, de ce collègue qui vous fait chier, de cette RH qui ne vous répond jamais quand vous envoyez des CV. Mettez-vous à la place de ces gens. Est-ce que le manager, il n'est pas toxique parce que son propre manager est toxique avec lui et que ça descend sur vous? Est-ce que la RH, elle ne vous répond pas parce qu'en fait, elle est tellement submergée par son travail qu'en fait, elle ne peut pas physiquement répondre à des CV? Et d'ailleurs, un manager sur 3 est en épuisement professionnel et 83% des RH sont en épuisement professionnel. Et donc, essayez de vous mettre à la place des gens, essayez de vous renseigner sur le sujet. Vous allez vite vous rendre compte que ce n'est pas forcément la faute d'une personne, c'est la faute de tout un système qui est un petit peu obsolète, à mon avis. Ensuite, revoyez vos croyances. Quand on est en épuisement professionnel, on a tendance à se dire c'est un échec, c'est une période difficile, pourquoi je vis ça? J'ai envie de vous dire, est-ce que ce n'est pas la vie, l'univers, Dieu, appelez ça comme vous voulez, qui vous remet sur le droit chemin? Est-ce que ce n'est pas l'univers qui vous dit peut-être que là, vous n'étiez pas au bon endroit et qu'il faut aller par un autre chemin? Est-ce que finalement l'épuisement professionnel ne serait pas une chance? Et donc, quand on le voit de cet œil-là, quand on positive sur cette situation, c'est beaucoup plus simple d'aller de l'avant. Donc, revoyez vos croyances. Pareil, j'ai parlé tout à l'heure de épuisement professionnel égale faiblesse. Ça, les études scientifiques prouvent le contraire. Et voilà, il y a des choses comme ça qu'il faut revoir pour aller de l'avant. Pratiquer la gratitude. Donc moi, quand j'étais en épuisement professionnel, tous les matins, 5 minutes, des choses très très simples. J'ai la chance d'avoir un toit, de manger à ma faim, d'avoir un copain et des amis extraordinaires, d'avoir mes 2 parents, des choses toutes simples. Et ressentez vraiment cette chance que vous avez d'être dans la situation dans laquelle vous êtes là, malgré l'épuisement professionnel. Et petit à petit, glisser sur le terrain du travail. Qu'est-ce qui allait au travail? Est-ce que, par exemple, vos collègues vous appréciaient totalement? Peut-être que vous étiez hyper méticuleux dans votre travail et que votre manager le voyait. Il y a forcément des choses qui allaient au travail. Eh bien, tous les jours, redites-vous, OK, j'ai fait ça au travail, et ça allait, et j'étais bien. Voilà, la gratitude peut vous aider à redonner, à reprendre confiance en vous. L'activité physique ou le sport doux, n'allez pas combattre votre corps qui est déjà un peu trop secoué. Donc je parle de marche, je parle de yoga, je parle de pilates, des choses douces. Mais comme je le disais tout à l'heure, le corps et l'esprit sont interconnectés. Donc pour aller de l'avant, il faut aussi passer par l'activité physique. Et enfin, trouver une activité. Donc moi, je m'étais mis bille en tête de gagner en souplesse, parce que j'étais pas du tout souple. Et tous les jours, je faisais 15 minutes de souplesse. Et en fait, tous les jours, je voyais une différence, une amélioration, et j'étais fière de moi. Trouvez-vous une petite activité où vous êtes fière de vous. Ça peut être la souplesse, mais ça peut être autre chose. Ça peut être la peinture, ça peut être la marche, aller marcher 5 minutes, puis 10 minutes, puis 15 minutes. Ça peut être la lecture, ça peut être n'importe quoi. Mais voilà, reprenez confiance en vous, c'est la deuxième étape. Ensuite, apprenez à vous connaître. Si vous êtes en perte de sens totale, vous ne savez pas où vous voulez aller, vous avez une perte de sens dans ce que vous faites, c'est hyper important de se connaître. Comment voulez-vous vous reconvertir si vous ne connaissez pas vraiment? Donc, plusieurs choses que je vous conseille. Des tests. Donc, il y a plein de tests qui existent sur le marché, des gratuits, des payants. En gratuit, vous avez le MBTI, le test des 16 personnalités. Moi, je vous conseille les forces Clifton de Gallup, qui vraiment est incroyable et qui va vous donner vos forces naturelles. Vous savez, les forces tellement naturelles que vous ne les voyez plus. Et vos amis, vos proches ne les voient plus tellement c'est naturel. Ce test
va vous donner ses forces naturelles. Je vous conseille d'aller acheter le livre à la FNAC, Les Forces Clifton, qui est à, je crois, 23 €. Et en fait, dedans, vous avez un QR code qui vous amène au test et c'est moins cher, je crois. Voilà, petit tips. Vous avez l'ikigai. Donc l'ikigai, vous savez, c'est ces ronds. Qu'est-ce que j'aime faire, ce pourquoi je suis douée à faire et ce dont le monde a besoin, etc. Et au centre, vous avez finalement peut-être le métier ou le secteur qui serait le plus favorable pour vous. La visualisation est extrêmement puissante. Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans, 10 ans ? Est-ce que vous êtes à Paris ? Est-ce que vous êtes dans une maison ? Est-ce que vous avez des animaux ? Est-ce que vous êtes en 100% télétravail ou est-ce que vous êtes en contact avec des gens ? Essayez de vous visualiser vraiment votre vie rêvée dans 5 ans ou 10 ans. Si vous êtes infirmière et que vous vous visualisez dans une maison en campagne en 100% télétravail à rester seul, peut-être faudrait se reconvertir. Vous avez le Human Design, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est une cartographie de nos énergies et qui va vous apporter des réponses sur vos personnalités, pourquoi vous interagissez avec les personnes de telle ou telle manière. Et ça peut vous aider. Et je trouve que les résultats sont assez similaires aux tests qu'on trouve en ligne. Et vous avez les bilans de compétences que vous pouvez financer avec votre CPF. Et enfin, ne restez pas seul. Vraiment, ne restez pas seul. Et il y a beaucoup d'organismes qui existent. Vous avez France Travail, vous avez l'APEC, donc, qui est l'organisme pour les cadres. France Travail et l'APEC vont faire des ateliers donc, pour faire son CV, pour faire une lettre de motivation, comment contacter les gens sur LinkedIn, comment networker. Moi, j'en ai fait, ceux de l'APEC, je les ai trouvés bien. Vous pouvez être aussi accompagné par une personne gratuitement. Moi, je me suis fait accompagner par une personne de l'APEC qui a été incroyable. Donc vraiment, je vous conseille d'aller voir ces organismes. Vous avez Avenir Actif avec mon CEP. Là, c'est pareil. Vous pouvez faire appel à quelqu'un qui va vous accompagner pendant plusieurs mois, qui connaît le secteur de l'emploi. Et voilà, si vous êtes perdu, vous ne savez pas trop, si vous voulez vous reconvertir, être freelance, ouvrir votre boîte, cette personne peut vous accompagner. Elle va vous conseiller sur comment ouvrir une entreprise, comment changer de poste dans votre boîte actuelle, comment postuler, etc. Donc, Avenir Actif, pareil, je vous conseille. Les organismes payants, hein, vous avez plein de coachs, évidemment, qui peuvent vous aider à ne pas rester seul et à trouver un travail ou à vous reconvertir. Vous avez les créateurs de contenu qui proposent des contenus gratuits sur le sujet. Je vous parlais tout à l'heure des ATS. Je vous parlais du contexte qui est difficile. Et en fait, si vous ne connaissez pas ces informations, comment vous pouvez aller de l'avant ? Donc, vraiment, je vous conseille d'aller vous renseigner, de taper en mots-clés sur YouTube, Instagram, TikTok. Vous tapez recherche d'emploi, vous tapez épuisement professionnel, vous tapez bien-être au travail. Donc, c'est hyper important de rester connecté avec ce qui se fait actuellement, puisque les choses ont vraiment changé. Et puis, bien sûr, Transition Pro, qui organise cet événement, Transition Pro Île-de-France. Je vais appeler dans très peu de temps Annie, qui va mieux vous en parler que moi. Mais si vous avez besoin de vous reconvertir, Transition Pro peut vraiment vous aider. Donc voilà pour moi. Je vais appeler Annie qui va me rejoindre, qui va vous expliquer un petit peu. Après, on va vous
Voilà, si vous avez des questions, on prendra les questions. Si jamais il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise pour lever la main et poser des questions, vous pouvez m'envoyer un message privé sur Instagram. Je vous répondrai avec plaisir. Voilà. Donc, Merci Annie. Laura. Il y a Annie qui nous rejoint. Annie Serbel. Oui, vous pouvez applaudir Laura. Annie va rejoindre donc Laura sur scène, responsable pôle analyse, commission et référentiel chez Transition Pro Île-de-France, pour dire peut-être que quelques mots, effectivement, Annie, en substance, pour corroborer ceux de Laura. Merci, bonjour, bonsoir. J'avais presque envie de te faire un hug, là. Parce que tu as donné tellement d'énergie et tellement d'amour. Et merci, parce que c'est un témoignage très, très fort. Et bravo. Bravo d'avoir osé ce sujet, parce qu'effectivement, lors de ce type de salon, c'est pas forcément une thématique qu'on va aborder. Et à mon sens, pourtant, elle est fondamentale, parce qu'on commence par là. Alors moi, je suis effectivement dans l'accompagnement. L'année prochaine, ça fera près de 30 ans et je me suis même spécialisée auprès des personnes cabossées, les personnes en situation de handicap et les seniors, notamment les papas et les mamans qui ont une annonce lorsqu'on leur annonce que leur enfant va être handicapé. Donc ça fait aussi partie d'une histoire de vie parce que, comme tu le disais très très bien, se mêle le physique, le mental, le personnel, le professionnel. Tu as super bien expliqué effectivement que dans l'un et l'autre cas, il y avait toujours une histoire ou de culpabilité ou de mésestime de soi. Voilà, tout ça, forcément, on est un être humain, on n'est pas un salarié d'abord, on est soi-même, et c'est à soi-même qu'il faut se reconnecter. Merci Laura, parce que je pense que ça va résonner chez beaucoup de gens. Et en 30 ans bientôt, là j'ai encore rencontré lors des entretiens des personnes qui ont osé dire « je ne sais plus très bien où j'en suis, je suis fatiguée » et qui se sont même lâchées parce que c'était trop difficile. Donc, j'ai osé dire à ces personnes quelquefois « vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts pour changer ». Parce que là, je devrais dire sans transition aucune, mais je suis obligée de dire avec Transition Pro. Vous n'êtes pas prêts. Et tout ce que vous a conseillé Laura, là, c'est-à-dire de vous reconnecter à vous-même, de faire d'abord un bilan, de vous laisser le temps de respirer, de vous retrouver, c'est essentiel. Pourquoi ? Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez partir d'un environnement qui est traumatique, où vous n'avez pas votre équilibre, et amener ça avec vous, et donc ce ne sera pas réparé, et vous ne pourrez pas aller plus loin. Ça va forcément revenir comme une boucle. Donc, c'est essentiel tout ce qu'elle vous a dit là. Vraiment, je suis très, très touchée, parce que tu l'as dit avec beaucoup de cœur. Alors, avant d'arriver à quelque chose qui, lorsque vous commencez à sentir que quelque chose ne va pas, qu'il faut que vous changiez, que finalement vous n'êtes peut-être pas dans la bonne voie, que bon, il y a une envie de réfléchir à la question, de vous dire j'envisage une reconversion. Nous, professionnels, une des premières questions qu'on va vous poser, c'est mais pourquoi vous voulez changer ? Est-ce que c'est votre métier qui ne vous plaît pas aujourd'hui ? C'est la manière dont vous le faites ? Est-ce que c'est une relation qui est conflictuelle ? Vous voyez, il faut aussi que vous vous posiez toutes ces questions-là. Parce que votre métier, vous l'aimez peut-être toujours, mais comme disait Laura tout à l'heure, c'est peut-être votre manager qui est très chiant, qui vous casse les pieds, qui vous harcèle, et vous feriez ce métier-là ailleurs, ça fonctionnerait. Donc, pour ça, je pense que le bilan, c'est une bonne première étape. Le bilan, aller rencontrer le conseiller en évolution professionnelle, effectivement, qui va être là pour vous aider à retravailler cette future trajectoire, pour passer de l'idée à véritablement la construction et le plan d'action. Et si on parle de plan d'action, eh ben, il faut des moyens. Et là, Transition Pro peut effectivement vous amener des solutions, notamment financières. Je pense que vous êtes promené sur le salon, vous avez entendu parler du projet de transition professionnelle. C'est l'outil phare que nous avons pour vous permettre effectivement de vous reformer tout en étant payé, tout en ayant une sécurité
d'avoir pas cet élément-là d'inquiétude dans la tête, de vous dire oh là là, mais comment je vais faire, il faut tout de même, j'ai besoin d'un salaire parce que j'ai un loyer, j'ai un enfant à nourrir. Bon, donc ça vous permet aussi de vous libérer l'esprit en utilisant en fait ce dispositif. Et puis vous savez que avec l'an passé, avec le contexte sociétal, eh bien, les mesures gouvernementales ont été aussi prises pour parler de l'usure professionnelle. Et aujourd'hui, il existe un certain nombre de métiers identifiés comme à risque où les personnes peuvent se trouver dans des contextes d'inaptitude. Donc se créent aussi des comptes de prévention et de pénibilité où à ce moment-là, vous bénéficiez également de financements complémentaires pour aller vers une formation. L'État nous a aussi alloué Transition Pro, une éligibilité à un dispositif à travers un nouveau financement qui rendra votre profil, je dirais, plus prioritaire. Ce n'est pas toujours facile de parler de soi, mais dites-vous que quand vous allez déposer ce dossier, c'est une personne comme moi, un conseiller, qui va pouvoir étudier précisément votre projet individuel, c'est le vôtre, et pouvoir porter auprès des commissions paritaires le besoin que vous avez de changer, de vous reconvertir et de passer à autre chose. On peut rester soft, hein, mais en exprimant cet élément déclencheur qui peut être vital pour vous. Bon, le bilan des compétences, tu en as parlé, la VAE, on en a parlé. Tout ça, de toute manière, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ça, vous pouvez venir nous rencontrer à République, vous pouvez nous écrire sur le site transitionpro-idf.fr. On est là pour vous. On est là pour vous. Merci beaucoup, Annie. On va faire un temps de questions-réponses. Laura et Annie, celles et ceux qui veulent poser des questions peuvent lever la main. Et ben voilà, avant même que je le dise, vous avez initié le mouvement. Je ne sais pas s'il fallait lever le pied ou la main. Si, c'était ça. Bonjour, ça marche comme ça. Alors, j'ai été très intéressée par ce que vous avez présenté. Il y a un acteur qui me paraît un tout petit peu absent, c'est le médecin traitant. Parce que ce diagnostic ou cette présomption de diagnostic d'épuisement professionnel, il n'y a que lui qui peut le poser. Ce n'est même pas le médecin du travail. Or, effectivement, comme vous l'avez dit, les meilleurs candidats, c'est ceux qui ne sont même pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire à leur corps. Et ils vont se réveiller, ou pas se réveiller, enfin, peut-être sur un lit d'hôpital. Donc, il y a tout ce côté, comment arriver à en prendre conscience sans m'alerter au moindre petit coup de pompe. Et des personnes en burn-out, j'en ai vu de tous âges. Et ça, c'est très important aussi. J'ai vu un monsieur de 30 ans qui avait monté 3 boîtes déjà à 25 ans. Enfin, c'était pas une surprise. Qu'est-ce que vous faites ? Je suis psychologue du travail. Donc, mais ça m'a étonnée. Enfin, je me suis dit, ah oui, il a reproduit le même schéma à chaque fois parce qu'on sait que c'est la rechute qui est la plus problématique. Donc, c'est pas tellement peut-être pour les personnes en recherche d'emploi, mais il y a ce côté qui sont vraiment les personnes qui me peuvent m'alerter. Et puis, alors, quand je retourne les mêmes causes créant les mêmes effets, comment les RH peuvent baliser un peu le chemin, parce que je ne reviens pas en fauteuil roulant, mais je sais que je suis un peu abîmée. La place du médecin traitant, comme l'évoque Madame, qui n'a pas été évoquée. Et puis, il y a beaucoup de récidives dans l'épuisement professionnel. C'est catastrophique. Et aussi, pour répondre à la question des RH, les RH ne sont pas forcément formés à ce sujet. Et donc, il y a une loi sur la santé physique et mentale, mais c'est un peu une coquille vide. Finalement, il n'y a pas d'accompagnement des entreprises et c'est le véritable problème, je pense. Donc, moi, c'est ce que j'essaye de faire sur les réseaux sociaux, de sensibiliser. Et d'ailleurs, j'ai une communauté RH qui me suit. C'est pas pour rien, elles ne sont pas formées pour. Mais effectivement, j'ai travaillé avec des psychologues qui me disaient qu'il y avait beaucoup de récidives, mais parce que
pour moi, à mon sens, c'est le modèle du travail qui est devenu un peu dépassé. Il y a eu beaucoup trop de mutations ces 20 dernières années. Et donc, on aurait dû faire évoluer le modèle de travail en même temps, et ça n'a pas été le cas. Et parce que, du coup, le modèle de travail est un petit peu obsolète, eh bien, c'est partout la même chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a peut-être 70% de la salle qui a levé la main. C'est un fait, c'est le fléau du siècle. Et donc oui, pour rebondir sur le médecin traitant, évidemment, il faut passer par le médecin traitant. J'en ai pas parlé parce que j'ai parlé des arrêts maladie, donc pour moi, ça me paraît évident de passer par le médecin traitant. Mais voilà, très important, médecin traitant. Et après, les psychologues, comme vous, peuvent aider les personnes à mieux s'en sortir. D'autres questions pour Laura ou pour Annie? N'hésitez pas. Levez la main. Voilà, très bien. Alors dans ce cas-là, il y a d'autres problématiques vis-à-vis notamment du médecin traitant. C'est qu'il y a une attaque actuellement sur les arrêts maladie. Il faut en faire de moins en moins. Et il y a aussi une attaque je dirais aussi un mot sur les RH qui, au-delà de ne pas être informées, quand elles le sont, n'agissent pas ou ne veulent pas agir. Et les médecins du travail, alors là, n'en parlons pas, qui sont parfois pieds et mains liés par rapport à des hiérarchies qui sont dépassées. Oui. Alors, tout à l'heure, je vous disais que 83% des RH sont en épuisement professionnel. À votre avis, quelle est la première conséquence de l'épuisement professionnel? Est-ce que quelqu'un sait? Non? C'est la baisse ou la perte d'empathie. Et donc, quand on a 83% des RH en épuisement professionnel, eh bien, on n'a plus forcément la place pour avoir l'empathie envers les autres qui sont mal au travail. Et c'est pour ça que c'est un cercle vicieux, et c'est pour ça que c'est systémique. Malheureusement, c'est la réalité, mais les RH sont mal logés, sont mal lotis. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème de formation où on apprend aux RH certaines pratiques toxiques dans le monde du travail? C'est un problème de formation, ça c'est sûr, parce que les RH ne sont pas forcément formés à la santé mentale. Moi, j'ai ma cousine qui est en master de santé sécurité au travail. Elle n'a aucun volet sur la santé mentale. Ça pose question. Après, voilà, les RH, c'est pour ça qu'ils sont en épuisement professionnel. C'est parce qu'il y a conflit de valeurs entre les valeurs des RH qui, de base, font ce métier pour l'humain. Il ne faut pas l'oublier, c'est 80% quand même. C'est la réalité, mais qui sont confrontés à des dirigeants qui veulent que les RH font des choses inhumaines. Et donc, il y a conflit de valeurs. Et donc, beaucoup de RH font ce que disent les dirigeants, mais qui, à un moment donné, tirent la corde, comme tous les autres, tirent sur la corde et s'épuisent. Et donc, il ne faut pas oublier que les RH sont aussi des salariés et les RH sont aussi en épuisement professionnel. Et je sais que c'est dur à entendre, peut-être de la part d'un salarié qui a beaucoup souffert et qui n'a pas eu d'aide des RH. Mais ce travail d'avoir de l'empathie et de se mettre à la place des autres va vous faire prendre du recul pour justement prenez conscience que le problème, ce n'est pas les gens, c'est le modèle. D'autres questions pour Laura, pour Annie? Ici, il y en a. Par ici, ouais. Bonjour à tous. Vous parliez tout à l'heure de ne pas rester seul pour les personnes concernées par l'épuisement professionnel. Qu'en est-il de ceux qui accompagnent ces gens-là qui vivent au quotidien? Quels sont vos conseils pour... on les presse à se dire non, mais ça arrive à tout le monde, il faut que tu sois fort, ou bien on doit être empathique. Et quelle est la limite justement où l'inaction
et trop tôt. Et le trop tôt. J'ai envie Merci. de vous dire, essayez de demander à la personne ce dont elle a besoin. Est-ce qu'elle a besoin de rester seule ou est-ce qu'elle a besoin de soutien? Est-ce qu'elle a besoin de voir des gens? C'est vrai que c'est compliqué d'avoir un équilibre où voilà, on peut aider la personne, mais je pense que c'est la base de demander ce dont la personne a besoin. Oui, on dit souvent qu'on ne peut pas apporter d'aide à une personne qui n'en veut pas. Donc il faut qu'elle soit prête aussi à la recevoir. Ça, c'est clair. Je suis d'accord avec toi là-dessus. D'autres questions ici, je crois? Deux personnes. Allez-y. Oui, bonjour. Moi, je voulais aussi poser la question pour revenir sur le problème des médecins. Moi, j'ai été confrontée donc, à la médecine du travail. Et effectivement, j'ai ressenti qu'ils étaient effectivement en difficulté aussi parce que, si j'ai bien compris, en France, c'est pas encore bien reconnu par les instances de santé, l'assurance maladie. Donc, il ne faut surtout pas parler de burn-out. Et épuisement professionnel aussi, c'est très compliqué à démontrer, à mettre en place. Par exemple, moi, j'ai été dissuadée un peu de faire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle parce que ça demandait de faire un dossier très compliqué. Et on m'a clairement dit qu'on allait me confronter à des experts et que ça risquait d'être encore plus catastrophique pour moi. Donc, je ne me suis pas senti le courage. Donc, il y a ça aussi. Est-ce que, c'est vrai que, vous n'avez pas forcément la réponse, mais je veux dire... C'est ce que disait le monsieur tout à l'heure. Il y a des lois qui sont passées qui font que c'est de plus en plus compliqué de s'arrêter. C'est de plus en plus compliqué. Les médecins ont des quotas de burn-out, ce qui est catastrophique, puisque des gens qui ne sont pas pris à temps, qui sont pas pris à temps, en fait, ils vont s'épuiser dans leur travail, donc vont être désengagés. Enfin, c'est vraiment catastrophique pour tout le monde, pour les gens, pour les entreprises, pour tout le monde. Mais ça, va falloir dire au gouvernement. Il y a peut-être le ministère du Travail ici, on va aller les voir. Et puis, il n'y a pas que les RH qui peuvent porter ça. Je pense que moi, qui suis aussi manager, c'est une culture d'entreprise qui a changé. Le manager, il est aussi de proximité. Il doit aussi regarder ce qui se passe dans son service et faire des remontées. Et donc, être en empathie avec. Et ça, c'est effectivement des changements total de culture. On est d'accord? Moi, j'ai une question sur comment on évalue un métier à risque pour bénéficier du PER. Voilà. Parce qu'en fait, un métier à risque, j'imagine vraiment des gens sur le chantier, avec des tâches très pénibles, etc. Mais quand on a fait un test une fois sur les métiers qui produisent le plus de stress, on est arrivé sur attaché de presse, qui était un métier qui générait plus de stress avant même le métier de pompier. Donc voilà, on ne peut pas imaginer que quelqu'un qui est derrière son bureau a une tâche pénible. Eh bien si, parce que le métier d'attaché de presse, c'est extrêmement stressant. Et les journalistes répondent quand ils veulent, et ils disent oui et ils ne viennent pas aux réunions. Ils disent oui, je vais écrire un article, ils l'écrivent pas, etc. Et ça crée un stress monstrueux pour l'attaché de presse, ce qui fait qu'elles sont beaucoup en burn-out. Du coup, quelle est la mesure de pénibilité du travail et voilà, et comment on peut faire évaluer que son travail a été pénible pour bénéficier d'un PRU? Alors effectivement, Ouais. Pur, c'est ça? Oui. Pur. effectivement, il y a eu un glissement de la pénibilité physique à la pénibilité mentale. L'OMS nous a avertis depuis 2007 et on n'a rien fait en France, mais effectivement, il y a une vraie pénibilité mentale en France. Moi, je peux vous répondre sur quelques questions. Donc, par exemple, il y a des tests d'épuisement professionnel qui existent. Alors là, je n'ai pas les noms en tête, mais il y a des médecins spécialisés et des chercheurs qui ont fait des tests déjà pour savoir si on est en épuisement professionnel. Donc ça, je pense, c'est la première chose à faire, de faire passer ces tests aux salariés. Et puis après, il y a des audits, donc avec des organismes. Chaque organisme a un audit différent. Moi, par exemple,
Je viens de créer mon propre audit. Voilà, c'est avec tout le travail de recherche que j'ai fait sur les évolutions du travail, la digitalisation du travail, toutes ces évolutions-là et les attentes des salariés français. Moi, j'estime que voilà, c'est tel audit qui doit être fait, mais un autre organisme va en penser différemment. Pour moi, ça ne va pas assez vite, ça n'a pas assez évolué à mon sens. C'est pour ça que j'ai créé mon propre audit. Mais voilà, il y a plusieurs organismes qui peuvent vous aider. Peut-être que tu as... Oui, et la CARSAT actuellement, justement, avec la loi usure professionnelle, la pâture est encore fraîche au niveau des décrets, est en cours de construction d'une cartographie des métiers à risque. Je pensais, alors je voulais pas rentrer dans les détails à ce point, mais effectivement, il y a le compte de convention, enfin le compte pénibilité qui sera identifié pour les personnes, et il y a aussi un fonds d'insertion pour l'usure. Contre l'usure professionnelle qui est déjà débloqué pour certaines transitions pro, et là on a déjà identifié les 3 risques qui sont ergonomiques. Donc, port de charges lourdes, troubles musculo-squelettiques, et le 3e qui est vibration mécanique, à titre d'exemple. Et pour le pur, il y en a 8 autres. Donc, je pourrais peut-être vous en reparler après plus dans le détail. Enfin, 6 autres, pardon. Est-ce qu'il y a une dernière question? Voilà, ça sera la dernière parce qu'on a dépassé le taux horaire qui nous était c'est prévention, imparti. usure, reconversion, pour ceux qui... Voilà, pur. Vous serez le dernier, monsieur. Merci à vous deux pour la présentation sur l'épuisement professionnel. On apprend beaucoup de choses sur cet aspect parce que c'est un sujet qui n'est jamais abordé par tout le monde. Alors, ma question, c'est en fait, je voulais faire la corrélation avec la campagne des législatives de juin dernier. Et ma question, c'est de savoir, est-ce que vous pensez que si jamais un jour on a un changement politique peut-être avec la gauche, est-ce que vous pensez que les services publics sont une solution pour fermer cette barrière d'épuisement professionnel? On termine par un volet politique dont je m'y attendais pas. Alors là, est-ce que la gauche fera mieux ou pas? Répondre, Laura. Ah, ça c'est génial de finir comme ça. Alors j'ai envie de monsieur. dire déjà tout est politique. Voilà. C'est une bonne réponse. On commence par là, tout est politique. Et donc le bien-être au travail, c'est aussi politique. Après, la gauche, pas la gauche, ça, je ne suis pas devin. Mais c'est sûr que moi, par exemple, en tant que personne très engagée sur le bien-être au travail et sur le fait de faire évoluer les choses dans le monde du travail, mais j'essaye d'interpeller les ministères. J'ai écrit une lettre au président avec une enveloppe rouge pour qu'il me voie. Et alors ? Il m'a répondu, mais il n'était pas dispo pour me voir. D'accord. C'était une lettre type ? Non, même pas. Même pas. Mais non, voilà, c'est sûr que ça doit passer par la politique. Après, vous répondre là, maintenant, tout de suite, est-ce que c'est la gauche, est-ce que c'est la droite? Je pense que c'est un peu... Non, mais tout est politique, comme vous avez dit. Mais tout est politique, effectivement. En tout cas, les lois qui sont passées récemment ne vont pas en faveur du bien-être au travail. Un mot de conclusion, Laura. Voilà, un mot pour nous donner le sourire et terminer en beauté. Vous êtes la dernière conférence du jour, en l'occurrence du deuxième, donc la dernière conférence du salon. Écoutez, moi je pense qu'il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Je pense que beaucoup de personnes ici sont peut-être en manque de sens et voilà, ne voient pas le bout du tunnel justement, mais tous ensemble, là, je pense qu'on est tous dans la même optique d'améliorer les choses dans le monde du travail, et ça passe par la sensibilisation. Donc voilà, j'espère que vous avoir un tout petit peu aidé. Merci beaucoup, on applaudit Laura. Merci Annie. Merci à toutes les deux. Merci à vous d'avoir assisté donc à cette dernière conférence ici. Le salon n'est pas fermé pour autant. Vous pouvez continuer à déambuler, profiter de la présence des interlocuteurs variés à votre disposition pour cette cité de la reconversion qui pourront, je l'espère pour vous, répondre à vos interrogations, vous donner des pistes, vous guider. Merci à tous.